You can start. Good morning, good afternoon. Thank you so much for joining today, friends. We are waiting just a few seconds for everybody to join and put that difficult password, type it on, and for the interpreters to join in the different channels. They said they were running a couple of minutes late, but we know they will be with us very soon. I thank you so much for joining from all the different countries. Today, as always, we are going to be providing simultaneous interpretation into French and English. So if you need to use the interpretation channel, it will be available to you very soon. I have been told it's not available yet, but very, very soon it will be available. And you will be able to listen into your preferred language. Today, for a change, we are going to have many presentations in French. I think half of them will be in French and half of them in English. And Ram, I let you inform me when the interpreters are on so I can let the audience know. Yeah, I will do it and I will put it in the chat also. Thank you. That's very helpful. But for now, I am sure our Francophone speakers that are very patient and very smart are okay with practicing a little bit of their English. And most of you speak very well English. I know that. So today actually is a very important day for GON because we are breaking the silos. For the first time, we are not going to be talking about onchocerciasis. We are going to be talking about Loa Loa. That is another filarial disease that is very close to our heart. And maybe now we can remove this slide and I can just say a few words. Well, maybe, yeah, let's do that. Let me present the agenda first while the interpreters are on, and then I can just say a few words. So today we have a full agenda. We are going to have the people that have worked in this disease in Loa Loa for many years and are the biggest experts in the disease, sharing with us the insights of the disease from many different angles. We are going to have first the angle of the endemic countries. Then we are going to have another angle from the returning travelers. When tourists or different travelers go to endemic countries, or they come back to countries that are not endemic from the disease, and they show up in hospitals in Europe or in the US with symptoms of the disease, how this disease is managed. Then we will listen from Michelle Businesque to talk about the clinical presentations and the long-term complications of Loa Loa in endemic regions again, and the challenges of recent advances in treatment of loiasis from Professor Michael Ramhert. And we will end with a presentation on the test and not treat strategy. And maybe if you put now down the slide, I can give you a few words on the disease itself. Because as you know, we typically in the GON network, we typically talk about onchocerciasis, but today we are actually talking about Loa Loa. And Loa Loa is a disease that is very close to our hearts because as you all know from the onco community, it has severe implications when we try to eliminate onchocerciasis. But what is very important is that Loa Loa in itself produces actually a very high morbidity in people that are affected by the condition. For those of us that have lived in the forest in Africa for many years, we know how dangerous this disease is and how many people are actually affected by it. It's estimated that 70 million people in around 10 countries in Africa are directly infected by the disease, and many more are actually living in areas that are endemic of this disease and therefore at risk of getting the infection. However, this disease has not received the attention it deserves by the investors, by the donors, by the scientific community. And we were laughing the other day saying that maybe it is because it's a disease that affects mainly the Francophone countries. And sometimes the main donors and investors come from the Anglophone countries. And maybe that's one of the reasons why it has not received the attention that it actually deserves. And that is why we decided to organize a webinar to talk about Loa Loa, and not necessarily only due to the relationship with onco, but actually about Loa Loa in itself. And that doesn't mean that from the WHO, we do have a position on whether Loa Loa should or not should be a neglected tropical disease, because that is not the role of WHO to say whether a disease become an NTD or not. That is the member states that should present that demand to WHO.
But what is relevant for WHO is to make sure that every person that suffers from a condition have access to the treatment that they deserve. And we know that for Loa Loa, that is not the case. We don't even have clinical guidelines of Loa Loa published by WHO. And that is why we are organizing this webinar today, to make sure we pay attention to this disease that has been so forgotten, so neglected from all the different angles you can think about. And we are going to have a look at this disease from different angles, from the angle of the endemic countries by Professor Marielle. What is the situation in Gabon? How are they dealing with this disease? We are going to look then at the disease from a second angle. What happens with the people that travel to an endemic country in Africa and they go back home in Europe or in the US and they go to a hospital and maybe in the hospital they don't know that they are suffering from Loa Loa, how they deal with that. Then from a third angle, that is the angle of how this disease affects the onco-endemic people and how we are having a challenge to eliminate onchocerciasis because we have this risk of severe adverse events due to Loa Loa, and how the test and not treat strategy can offer a solution to have a strategy that can be used in the field to treat individuals with improved treatments just by being able to test them first for Loa Loa and maybe in the future also for onco with a new test that we are not going to be talking about today, about this test. And maybe other days we will be organizing other discussions because I saw Professor Mark Taylor in the audience. We may want to talk about macrofilariaceae and other ways to treat as well onchocerciasis in the LOA context. But today we are really going to be hearing about these experts and then open the floor for a discussion. What do we do with this disease? Would it be helpful to publish clinical guidelines on LOA treatment? What can we do to give it more visibility? And without further delay, I am going to pass the floor to the first speaker. And unfortunately, it seems that there is no simultaneous interpretation yet. Confirm Yes, if that is. It is on now. It's working. It's on now. Fantastic. Yeah. That is great because we are going to have our first presentation in French. So for those Francophones, you will have no problem. Those that cannot speak French, I really encourage you to use now the translation channel. And also for all of us to be patient. No, sometimes it's more difficult to hear about presentations in a different language, but this is what love is about, to care about people that are different from us. So if you care, stay, even if it's in French, even if it's in English and you don't understand, and stay until the end and post your questions and let's have a discussion on how we can raise the profile of Loa Loa and get rid of this disease that is affecting so many millions of people in Africa. And without further delay, I'm going to pass the floor to Professor Marielle to give us the first talk from Gabon. You have the floor, Professor. Thank you, Maria. Let me share my screen. And as people present, feel free to type things in the chat or in the questions and answers, and we will take them in the end when we have the discussion. Do you see my screen? Yes, we can see it. You just have to, yeah. Okay, thank you. Thank you, Maria. Okay, my presentation is written in English, but I will present in French. I think there are many French-speaking participants, and it's a great opportunity and unique opportunity for us to present on a topic which is one of the main contributor of clinical illnesses in rural area. Okay. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier l'OMS et GON de nous donner l'opportunité de contribuer à ce webinaire qui est dédié à une parasitose très endémique en Afrique centrale francophone, à laquelle je pense que tous les chercheurs en parasitologie et les médecins de médecine tropicale ayant œuvré dans des pays du bassin du Congo et quelques pays ailleurs ont eu à
ont en face d'eux et prennent en charge au quotidien. Voilà. Donc, il s'agit donc de la loi OSE. Donc, ma présentation va porter sur l'épidémiologie dans les pays endémiques. Elle va s'articuler autour des données de la littérature qui existent, notamment au Gabon et dans les pays voisins, le Congo, le Cameroun principalement. Alors, qu'est-ce que la loi OSE? Tout le monde le sait. En anglais, l'Oasis ou African Eyeworm. C'est une filariose à transmission vectorielle qui est à la fois cutanée par la localisation des adultes et sanguicole par la localisation des microfilaires. Elle est transmise par des mouches, des petites mouches, des tabanides, qu'on appelle en français tans, parmi lesquelles les deux principales sont Chrysops silacea et Chrysops dimidiata, représentées donc sur cette diapositive. Elles sont aisément reconnues par les populations très fortement exposées. Et dans nos pays, il s'agit de populations qui vivent dans des écosystèmes le plus souvent forestiers humides, où les larves, justement, ont la possibilité d'avoir leur habitat favorable, qui est celui des sols organiques, forestiers, des rivières. Ces tabanides, ces tans, ces mouches ont une activité diurne et attirées par les mouvements, les couleurs sombres, ce qui explique justement la prédominance de ces parasitoses et la forte morbidité et la forte prévalence dans les zones forestières, dans les zones où les activités les plus fréquentes sont l'agriculture, la chasse, etc. Et cela rend compte également de l'importance de la prévention individuelle par la protection individuelle, notamment par des vêtements. La dispersion de ces vecteurs rend compte de la grande difficulté à mettre en place des moyens de lutte antivectorielle. Le cycle de Loa-Loa montre comment il est difficile d'interrompre la transmission de cette parasitose. Les adultes sont capables de vivre plus de 10 ans. Les microfilaires, comme on le voit ici, ont une périodicité diurne uniquement. Ça rend compte de la difficulté de leur détection pour avoir des données de prévalence exactes, enfin, nous n'allons pas dire exactes, mais plus agrégées, d'autant plus qu'au cours des heures d'apparition les plus fortes, des présences les plus fortes des microfilaires dans le sang, ces heures correspondent aux activités régulières des personnes exposées. Professeur Marielle, Nadia, il me dit que si Oh, sorry, mon si micro. vous pouvez arrêter de partager votre écran parce il y a des choses noires qu'on voit. Et il y a des rectangles noirs dans votre présentation et il veut partager son écran elle-même. Donc, si vous pouvez Parfait, arrêter, il va partager d'accord, elle-même. Excusez-moi, d'accord. hein? Excusez-moi que je vous ai interrompu. Merci infiniment. Allez-y. Voilà. Maintenant, vous pouvez continuer. Merci, madame. Merci, professeur. Il partage l'écran, je ne le fais plus. Et bon, maintenant, ça va. Donc, vous pouvez continuer. C'est arrêté. Il avait D'accord. des... Merci. Non, merci beaucoup, Maria. Sur le plan historique, est-ce que vous voyez ma diapo? Oui, maintenant, c'est parfait. Vous pouvez continuer. Historical overview. Oui, oui, c'est parfait. Est-ce que je dois partager pour vous, professeur? Oui, je préfère, hein, je préfère. Ok. Mais, Vous me Je dites pense quand que j'ai je aussi dois un problème de changer. connexion. D'accord? Allez-y. Ok, ça va.
Vous pouvez voir le Oui, diaporama. on voit historical overview. Vous pouvez continuer, professeur. On voit Sur le plan- historical overview. Oui. Sur le plan historique, l'attention scientifique concernant l'OA est, comme on peut le voir, très épisodique. La first description du parasite date des années du XVIIIe siècle. Le vecteur a été identifié en 1912 et les formes sévères n'ont été identifiées que très tôt au cours du XXe siècle. Mais comme on peut le voir, malgré ces données, hein, la LOAOS n'a pas bénéficié d'une attention programmatique telle que la surveillance systématique et le contrôle comme les autres parasitoses. Do you see my screen? I'm lost. We are in historical overview. You can continue. No, no. Maria, I prefer that the organizer share my screen. Yep, Do no the- problem. We upload it right now. We upload it right now. Yes, yes. So we will start in historical overview. Yes, please. And then you tell us next diapo, next diapo. We will do that, okay? So we are in historical overview now. Please go ahead. Next. Donc, sur le plan historique, comme je le disais, il y a eu très peu d'attention spécifique scientifique sur la LOAOS. Le parasite a été décrit dans les années 1700. Les formes sévères, la maladie a été décrite dans les années 1700, le vecteur détecté en 1912 et les formes sévères seulement documentées au cours du XXe siècle. Malgré toutes ces observations, la LOAOS n'a jamais fait l'objet d'une attention programmatique claire, notamment d'une surveillance systématique et de moyens de contrôle, lorsque le sont d'autres filarioses, très souvent co-endémiques, telles que l'onchocercose et la filariose lymphatique. Next slide. Cette diapositive montre comment cette parasitose, cette filariose a toujours été une filariose de l'ombre, à l'ombre, cachée derrière les autres filarioses pour lesquelles, comme on peut le voir, il y a eu des programmes de contrôle. On le voit en 1915, la POC, qui a été terminée 20 ans plus tard. Hein. Et donc, son importance épidémiologique n'a souvent été reconnue que à côté des effets secondaires liés à l'administration d'ivermectine. Next slide. Lors des enquêtes RAPLOA sur le Rapid Assessment Procedure for l'oasis, qui utilise l'histoire du passage intraoculaire du ver adulte pour identifier les villages avec une forte prévalence de l'OA et reconnaître les populations qui sont à risque élevé d'effets secondaires mortels après l'administration de max d'ivermectine, il avait été estimé en 2011, après une enquête menée dans près de 5000 villages, que 14,4 millions de personnes étaient à haut risque, vivaient dans des régions à haut risque. Et très récemment, l'équipe du CERMEL à Lambaréné a mené une revue de la littérature qui estimait que plus de 20 millions de personnes vivent avec une infection chronique. Des données récentes de modélisation suggèrent que ces chiffres sont beaucoup plus élevés. Il existerait 32 millions de cas dans le bassin du Congo. Next slide. Par ailleurs, ces cartes de co-endémicité montrent le chevauchement permanent entre la LOAOS et les autres filarioses qui ont aujourd'hui une attention particulière
et pour lesquels il existe des programmes de lutte aussi bien locaux qu'internationaux avec beaucoup d'aide et de considération dans le contrôle et la prise en charge de ces pathologies. Donc, il y a effectivement un chevauchement entre la LOAOS, l'onchocercose et la filariose lymphatique. Donc, cette complexité est centrale pour comprendre le risque en santé publique, mais aussi la difficulté, il faut le dire, qu'il existe à mettre en place des programmes coordonnés de traitement de masse. Next slide. En effet, depuis plus de 30 ans, plusieurs études rapportent l'existence des effets secondaires graves et mortels, aussi bien au Gabon, aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, dans les régions endémiques. Les patients qui ont des microfilarémies élevées, supérieures à 30 000 microfilaires par millilitre ou 50 000 microfilaires par millilitre, bien que représentant une faible proportion, sont très souvent aujourd'hui éliminés du fait justement de la prévention de ces effets secondaires graves et mortels. Next slide. Par ailleurs, 2 études rétrospectives menées au Congo et au Cameroun ont montré que cette parasitose est associée aujourd'hui à un risque élevé de décès. Cela rend compte de l'importance qu'il faut aujourd'hui accorder à cette parasitose, que l'on a toujours considérée comme étant bénigne. La LOAOS n'est pas seulement une barrière à la lutte, à l'élimination de l'onchocercose, mais c'est aujourd'hui maintenant une parasitose reconnue pour avoir sa propre charge de morbidité et de mortalité. Next slide. 32 millions de personnes sont concernées. Et lorsqu'on peut le voir, le poids aujourd'hui, ça rend compte de la démographie, de la démographie des pays. La République démocratique du Congo, le Cameroun et la République du Congo représentent les pays avec la plus grande charge de morbidité. Cependant, lorsqu'on ajoute le Nigeria, cette charge de mobilité peut atteindre 55 millions. Il faut dire qu'aujourd'hui, 10 pays sont concernés. Par ailleurs, next slide, cette prévalence élevée dans ces pays rend compte notamment, comme vous le voyez sur le dernier cadran, de la fréquence élevée des cas importés des cas importés de patients provenant de ces pays et qui sont diagnostiqués le plus souvent en Occident. Professeur Gobi va discuter de cet aspect. Next slide. À côté des communautés rurales qui sont les plus exposées, il y a de plus en plus de données qui sont générées et rapportées dans les régions urbaines. Bien que non forestières, ces régions urbaines ont quand même dans leurs alentours des biotopes au sein desquels on décrit l'existence du vecteur. Donc, une cohorte de 1321 patients à Libreville a montré qu'à côté des cas microfilarémiques qui sont les plus fréquemment détectés et à partir desquels on établit les données de prévalence et morbidité, la LOAOS occulte représente plus de la moitié des cas. Cette LOAOS qui se manifeste par la présence de symptômes cliniques sans microfilaire, mais une réponse sérologique importante et donc de diagnostic immunologique. En zone urbaine, next slide. Et on voit ici que lorsque l'on tient compte de cette LOAOS occulte, la prévalence
peut atteindre, lorsqu'on couple l'examen microscopique, les données de concentration et les sérologies, plus de 60% des patients, la prévalence s'élève à plus de 60%. À côté de la prévalence des porteurs de microfilaires ou bien des amicrophilarémiques, next slide, il y a également les patients qui portent des microfilarémies élevées, les hypermicrofilarémiques. On estime qu'environ 1 million de patients sont concernés, mais ces patients vivent dans des communautés qui sont systématiquement écartées des autres programmes de prévention pour les autres maladies tropicales négligées. Cela ramène à près de 20 millions de personnes exposées, potentiellement infectées, qui ne sont pas prises en charge. Diapo suivante. L'existence de patients hypermicrofilarémiques, l'existence de la fréquence élevée de cette filariose dans des zones reculées, dans des populations pauvres, les difficultés de diagnostic supportent ce modèle d'iceberg où on peut bien voir que les patients hypermicrofilarémiques qui ont le plus d'attention aujourd'hui ne représentent que la partie visible de l'iceberg. Les hypermicrofilarémiques sont vus, reconnus. On en parle beaucoup. Les microfilarémiques simples, eux, ne permettent que d'estimer une prévalence qui n'est pas vraie, alors qu'il y a à côté les patients amicrofilarémiques et même les porteurs asymptomatiques qui représentent environ 10 à 15% et qui sont un réservoir de parasites vrais, qui maintiennent la transmission. Next slide. Cette filariose n'est pas bénigne. Cette filariose n'est pas bénigne. Voilà. Des millions de personnes ont des symptômes récurrents. Ils vivent avec un DALI qui n'est pas favorable, des centaines de millions de personnes, et d'autres ont des complications qui sont matérialisées, next slide, sur la diapositive qui suit, qui montre qu'au-delà de l'œdème de Calabar, on peut avoir des complications cérébrales, des complications cardiaques, respiratoires, rénales, qui justifient que cette parasitose n'est pas bénigne et mérite une attention particulière. Next slide. Les facteurs de risque sont le fait de vivre en zone rurale, de savane, mais plus souvent forestière. Next slide. Et également le genre masculin, l'âge avancé, les vivre en zone reculée, sans commodité, infirmerie, école, etc. et avoir une activité d'agriculture fréquente. Next slide. De plus, le take-home message que nous devrons avoir, c'est que cette épidémiologie que nous venons de vous montrer, montre que sur le plan scientifique, les données restent encore fragmentées. Il y a beaucoup de cas qui sont mal diagnostiqués ou ignorés. Hein. Sur le plan politique, cette pathologie est absente de la majorité des agendas, alors que le poids est important dans les populations pauvres et reculées. Je vous remercie. Thank you. Merci, Professor. Thank you so much for this excellent presentation from Gabon, highlighting the relevance of the disease. We are now going to invite Professor Federico Giovanni Gobi, that is going to present from the perspective of hospitals in Italy that receive patients. And you have the floor. Thank you, Maria. Good morning, everybody. Bonjour à tout le monde. It's clear that the real burden of Loa is in endemic countries, but patients in non-endemic countries have a very important characteristic. They cannot be reinfected. So we can have important information for the endemic countries. In this article mentioned by Marielle before, we can see a typical manifestation of Loa
because Loa Loa is not only eyeworm and calabar swelling, but we have a lot of other organ involvement. In this article, we can see that the microfilariemia is higher in local living endemic country than in local living in non-endemic country and in expatriated. In this article, we have a report of 329 case report, high proportion of atypical presentation, 47%, but it's clear, I write an article about a particular manifestation if it's rare, and it's clear and overestimated the true rate of atypical manifestation. But Loa Loa is not only eyeworm and calabar swelling. We can have nervous system based manifestations, cardiovascular manifestation, gastrointestinal, rheumatological, non-classic ophthalmic manifestation, respiratory involvement, renal manifestation, dermatological manifestation, and also reproductive system and soft tissue manifestation. So we can define Loa Loa as a systemic disease. We report some years ago a strange case in Italian expatriate with peripheral nerve involvement and spleen lesion. These girls coming from Gabon presented this clinical picture with hypereosinophilia and microfilariemia, but also spleen lesion and peripheral nerve involvement. So we are able to solve this problem with old literature, with this article written in Germany in 1986, and with this article wrote by Schofield 80 years ago, highlighting this particular manifestation of Loa Loa. So we can demonstrate that these manifestations really are not very rare. We report in Italy a case series of 100 cases describing calabar swelling and eyeworm, and we can see that calabar swelling are more frequent in non-endemic area patients, while eyeworm is more frequent in patients coming from endemic areas. And then we can have other manifestation as spleen lesion, urticaria, itching, arthralgias, lymphadenopathy, pleural effusion, or peripheral neuropathy. And we have other case series from France, 2 of them, from UK, from Spain, from Germany, and from China. This is case series of 40, 100, 150 patients. For the spleen lesion, we, with Francesca Tamarozzi, we collected some cases in non-endemic countries, and we performed a review of the literature that you can see on the right part of the slide. It was very strange because in endemic countries, spleen lesion until 2023 were reported 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. And in Italy, we reported 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. In Italy, in 15 years, more cases than other reported in all the history of the literature. Why this? Because Loa Loa is a neglected tropical disease. But thanks to this review, our group performed some study in endemic countries in Lambaréné in Gabon, and the group of Michel Boussinesq and Cédric Chesnais performed a study about spleen lesion in other parts of the endemic countries. So this is a demonstration that what we can find in non-endemic countries could be a very important topic to study in endemic countries.
Another problem is the eyeworm. It's clear that if we can see some eyeworms in endemic countries, they are very, very suggestive of Loa Loa, but they are not pathognomonic because, as you can see here, we can have a lot of other differential diagnoses. In this case, we can see Dirophilarian mites or Etelatzia, because a not expert clinician, for a not expert clinician, it's very difficult to distinguish between Loa Loa and other diseases. But also, for example, this case, a clear case of Loa Loa, a missionary resident in Cameroon, Italian missionary resident in Cameroon for 30 years, presents with migratory edema, calvar swelling, especially on his wrist, very clear image, but eosinophil count 200. Daytime microfilaria test, negative. Antifilaria antibodies, negative. So the final diagnosis was polyarthritis. So we have to remember that clinics are very important, clinical decision-making very important. Calvar swelling and eyeworm are very suggestive for Loa Loa, but they are not pathognomonic. And the other problem is the treatment in non-endemic country. In this review we performed, we saw a lot of different treatment based on DEC, ivermectin, albendazole, or a combination. But as you can see in this picture, we have really a lot of different treatments. In Venice, the carnival mask is Arlecchino, is a real picture of what happened with Loa Loa in Europe, because it's a neglected tropical diseases. And also for the treatment, one of the problems is DEC is not available in a lot of countries, and in Italy we don't have, for example, DEC. So 16 cases, we treated them we had 16 patients without a high level of microfilaremia, and we treat them with 1 day of ivermectin and 4 weeks of albendazole with really good results. But also we had a follow-up for some months, minimum 12 or years. So we had an opportunity also, when DEC is not available, to treat the patient with ivermectin and albendazole. And the last point is also endemic areas. Yes, we know that Loa Loa is present where Chrysops is present, but in Italy, we have in the last year 2 strange cases, one in Rome and one in Genoa. We had two patients coming from Guinea-Conakry, and they denied any travel to classical Loa Loa countries. And both had Loa Loa demonstrated by microfilaria or PCR. It's clear we are not very sure at 100% they didn't go to Loa Loa endemic areas, but usually the migratory route for migrants coming from Guinea-Conakry is Mali, Algeria or Libya, and Italy. So we think that more studies about the presence of the vector close to the area, classical area of Loa Loa, are very important. And to fight against the problems about these neglected tropical diseases. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Dr. Federico, for this important information from Italy and how we have to look for the unexpected, including cases that look like Loa and they are not. Now we are going to give the floor to Michelle Businesque from IRD. She has been working in Loa forever and is a reference for all of us in Loa Loa. Are you there? Bonjour à tous, je vais essayer de partager l'écran, mais... Merci. Autrement, Nadia peut aussi partager pour toi si tu préfères. Ça dépend de toi. Oui. Ça marche? Oui, ça marche. Mets un mode de présentation. Merci. Okay. Donc, vous voyez l'écran en plein, d'accord. OK. Oui. OK.
You need to put it in presentation mode de présentation. D'accord. Bon, donc, comme ça a été dit tout à l'heure, les principaux signes cliniques de la loase bien connus sont la migration sous-conjonctivale. Il n'est pas encore en mode de présentation, professeur. Donc, tu dois appuyer en bas. Voilà. Ouais, parfait. Donc, la migration sous-conjonctivale du ver adulte, qui n'est pas pathognomonique comme Federico l'a dit, mais qui est quand même très, très évocatrice. Et puis donc, ces œdèmes dits de Calabar, qui sont migrateurs, qui durent de 1 à 7 jours la plupart des cas, qui sont associés souvent à une douleur et à un prurite, et qui peuvent entraîner une altération de la mobilité du poignet en l'occurrence. Rarement, ces œdèmes de Calabar peuvent être trouvés au niveau du membre inférieur. Une autre manifestation qui est signalée, mais qui est quand même rare dans son occurrence spontanée, c'est la migration des vers adultes sous la peau. En général, cette migration survient après la prise de diéthylcarbamazine. Donc, c'est rarement spontané et en fait, on en voit très, très peu. Cette condition doit être distinguée de deux autres éruptions rampantes. Donc, la larva migrans cutanée qui est due à la migration de larves d'ankylostomes d'animaux. L'aspect qu'on voit en bas à gauche, ce sont des tracés beaucoup plus longs et cette migration est extrêmement lente, beaucoup plus lente que celle due à l'OA, qui est d'1 centimètre par minute, ce qui est quand même très rapide. Un autre diagnostic différentiel, c'est la larvacurrence, qui est due à la migration de larves de Strongyloides stercoralis, mais c'est tout à fait exceptionnel. Outre ces manifestations très évocatrices, voire typiques, donc il y a aussi des manifestations plus générales qui ont été décrites il y a assez longtemps au Congo par les études de Noiro et Carne, mais qui ont été reprises plus récemment au Gabon par Louisa Belitsky et son équipe, qui a donc démontré lors d'une étude de prévalence que l'asthénie, la fatigue et les maux de tête étaient plus fréquents chez les personnes qui avaient l'aloa, c'est-à-dire qui avaient soit des microfilaires dans le sang, soit qui avaient des antécédents de migration de vers adultes sous la conjonctive de l'œil. Et une autre étude qui a été faite au Congo, une étude d'incidence cette fois, a montré que l'incidence du prurite, des arthralgies et la fréquence d'absence d'indisponibilité au travail était beaucoup plus fréquente chez les gens qui avaient des antécédents de vers adultes passant sous la conjonctive. Et en fait, c'est essentiellement ces histoires de A-worm qui jouent un rôle dans ces manifestations, le prurite et les arthralgies. Et les microfilaires, la présence de microfilarémie et le niveau de microfilarémie ne jouent pas vraiment de rôle dans ces aspects. Alors, il y a 5 ans, une étude a commencé au Congo, République du Congo et au Cameroun. C'est une étude qui est dirigée par Cédric Chenet, qui est financée par l'ERC. Et cette étude a été mise en place suite à la description donc d'une surmortalité
liée à la LOAS, donc à laquelle Marielle a fait allusion. Donc, deux études de cohorte qui ont montré clairement que les personnes qui avaient une microfilarémie et surtout une forte microfilarémie avaient une espérance de vie réduite. Et il a été estimé au Cameroun que 15% de la mortalité était attribuable à la présence de la microfilarémie à l'OA-LOA. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de microfilaire de l'OA-LOA, 15% de la mortalité aurait disparu. Donc, cette étude Morlot a pour objectif général de clarifier la fréquence de différentes complications éventuelles de la LOAS. Donc, ça a été signalé aussi bien par Marielle que par Federico. Donc, les complications rénales, cardiaques, cardiovasculaires et au niveau de la rate. Et cette étude, ce projet Morlot, comprend deux volets, donc un volet, une cohorte prospective qui est menée en République du Congo, qui inclut presque 1000 personnes. Parmi ces 1000 personnes, un tiers sont microfilarémiques et ces microfilarémiques sont appariés à 2 pour 1 avec des personnes qui n'ont pas de microfilaire dans le sang. Et donc, le deuxième volet, c'est une étude transversale qui a été menée au Cameroun, dans 3 régions du sud du Cameroun, donc l'Est, le Sud et le Centre, et qui inclut presque 4000 personnes. Donc, ces études, et surtout celles du Congo, parce que les résultats du volet Cameroun sont encore en cours d'analyse, ont permis d'avoir un certain nombre de résultats très intéressants. D'abord, il a été démontré cette étude a permis de montrer que la LOAS entraînait une forte protéinurie. Si vous regardez le tableau en haut, vous voyez que le risque d'avoir plus de 2 ou 3 fois de protéinurie, c'est-à-dire d'avoir plus de 1000 mg de protéines par 24 heures, augmente considérablement avec la densité microfilarienne. Vous voyez que donc quand il y a plus de 15 000 microfilaires par millilitre de sang, 16% des personnes ont une protéinurie importante. Outre cette protéinurie, le risque d'insuffisance rénale chronique est également associé à la microfilarémie. Donc, si on regarde ligne par ligne, donc il y a différents niveaux de sévérité d'insuffisance rénale, et on voit que pour un niveau d'insuffisance rénale, le risque augmente progressivement quand la microfilarémie augmente. Donc, outre la protéinurie, la LOAS a une incidence sur le fonctionnement du rein et donc peut conduire à une insuffisance rénale chronique. Des cas avaient été décrits par le passé de complications rénales de la LOAS, mais cette étude épidémiologique confirme que c'est extrêmement important et on peut considérer que 15%, il a été considéré grâce à cette étude, que 15% de la protéinurie, par exemple, étaient liés à la LOAS au Congo. Federico a parlé de la rate tout à l'heure et donc l'étude Morlot a permis également d'obtenir des résultats par rapport à ça. Donc l'étude Morlot a permis de déterminer dans quelle mesure la densité microfilarienne influençait la fréquence des petites rates. Alors 3 seuils ont été utilisés. Les rates inférieures à 80 cm3, les rates inférieures à 100 cm3 et les rates inférieures
à 150 centimètres cubes, cette valeur étant considérée comme la limite inférieure de la taille normale d'une rate. Et vous voyez donc, en lisant verticalement, vous voyez que le risque d'avoir une petite rate augmente progressivement avec l'augmentation de la densité microfilarienne. Donc, on a appelé ça une hyposplénie anatomique. Et maintenant, la question est de savoir si cette hyposplénie anatomique est associée à une hyposplénie fonctionnelle qui pourrait avoir des incidences importantes, puisqu'on sait que l'hyposplénie fonctionnelle peut être associée à un risque beaucoup plus élevé de paludisme ou de certaines maladies bactériennes, notamment à pneumococcus. Donc ça, pour l'instant, c'est encore une hypothèse, mais des études vont être faites très prochainement pour déterminer si l'OASE entraîne une hyposplénie fonctionnelle et donc pourrait créer des complications infectieuses. Federico a également parlé tout à l'heure des lésions de rate et elle est assez vite, mais effectivement, il a été trouvé lors des observations, donc des échographies de rate, que la microfilariémie à Loa était associée avec ces lésions spléniques, donc en dehors du volume, enfin, de la présence de petites rates. Le projet Morlot a également permis d'investiguer le rôle possible de l'aloase dans la survenue de la maladie cardiovasculaire. Un premier volet a constitué à identifier s'il y avait une rigidité artérielle qui est évaluée par la vitesse d'onde de pouls, donc pulse wave velocity. Et donc cette étude a permis de montrer que, donc c'est le tableau, que les personnes ayant plus de 10 000 microfilaires par millilitre de sang étaient à plus haut risque d'avoir une vitesse d'onde de pouls en dehors de l'étendue normale. Donc, il semble que la rate a un impact sur le système cardiovasculaire et il est possible que c'est un rôle, que ça entraîne des complications et donc et entraîne une maladie artérielle périphérique. Un autre volet de l'étude Morlot a consisté à évaluer si la LOASE entraînait des troubles cognitifs. Et effectivement, il a été observé que les personnes qui ont plus de 15 000 microfilaires par millilitre étaient à risque d'avoir des troubles cognitifs. Donc, sur les figures, vous voyez que le nombre d'années de scolarité a été pris en compte. Et donc, les personnes qui ont plus de 15 000 microfilaires par millilitre sont en jaune, là, et on voit que la probabilité est beaucoup plus élevée d'avoir des troubles cognitifs est beaucoup plus élevée dans cette catégorie des personnes ayant plus de 15 000 microfilaires par millilitre. Donc, pour conclure, donc cet ensemble de résultats indique que la LOASE entraîne bien des complications rénales, spléniques, cardiovasculaires et neurologiques, donc en termes d'altération de la cognition. Ces résultats, pour l'instant, ne concernent que les études faites initialement, donc baseline de la cohorte du Congo. Et la cohorte continue et donc il y aura de nouveaux résultats qui vont apparaître après plusieurs années de suivi. Les données du Cameroun sont toujours en cours d'analyse et il semble bien qu'elles confirment ce qui a été observé au Congo. Une fois que ces
ces résultats sont obtenus, il faut aller peut-être plus loin pour déterminer les mécanismes précis qui expliquent pourquoi la LOAS entraîne ces complications. Une fois que tout cela sera fait, nous prévoyons, nous avons l'intention d'avoir suffisamment de données pour pouvoir évaluer le poids réel de la LOAS en termes d'ALISE, qui est l'indicateur majeur pour évaluer le poids des maladies. Et donc, Maria a parlé de la liste des maladies tropicales négligées de l'OMS et nous espérons que la LOAS en fera bientôt partie. Et bien sûr, cette grosse étude Morlot n'aurait pas été possible sans l'implication de très nombreuses personnes dont la liste est Merci. Voilà. Merci Michel. Je te coupe, mais merci infiniment pour cette présentation très, très intéressante. Now we are going to switch and we are going to try to talk about treatment because I think many of the people in the audience are actually asking, is there treatment? How do we go about developing clinical guidelines? How do we provide treatment to the people that are suffering from this condition? And we are lucky enough to have Professor Michael Ramharter, that he's the head of the Center for Tropical Medicine in Hamburg, Germany, and he's going to talk about this and also probably the project that we have on providing solutions and clinical guidelines on the treatment of loiasis. The floor is yours, Michael. Thank you, Maria. I hope you can see my screen and I hope you can hear me. Yes, okay. Okay, bye-bye. So first of all, I want to thank you, Maria, very much for putting Loa today on the table as a disease on its own. This is something that has lacked over many years and over many decades. And also thank you for inviting me to give an overview or a reflection about the treatment of loiasis, where we stand today and where we want to go. And as I should talk about challenges, I have to say it's a challenge to talk after Michel Bouzinesq, who has shaped so much of our understanding of what we know today of loiasis, with all the work that he has done over the past decades. So I want to start the overview, and now I will try whether I can move the slides, with a statement that is maybe provocative. Stating that loiasis is the most difficult to treat human filariasis. And I was a little bit anxious when I put this on the slide, saying this in front of so many onchocerciasis experts. So I actually did what you would do today. So I asked the artificial intelligence, ChatGPT, what is the most difficult to treat human filariasis? And this is what ChatGPT answered. So I'm a little bit relieved that I'm not alone with this statement. So why is it so difficult to treat Loa? We have only a very limited number of drugs. And these drugs are also not highly active, I would say. So they have moderate activity, particularly against the adult worms. Loa lacks the obligate endosymbiont Wolbachia, so we cannot use doxycycline or other antibiotics for the treatment. So we are really very limited in the different drugs that we have available. And due to the moderate activity, these drugs are most commonly employed with prolonged treatment regimens, which are impracticable to achieve eventually cure. And besides this, another important limitation is that actually all of the treatments that we have are associated with safety concerns. So there is a risk associated with the treatment of loiasis, and we will talk a little bit more about this in the next minutes. I want to take you on this overview from a historical perspective, and diethylcarbamazine, DEC, has been the first drug that became available to treat loiasis. This was in the 1940s,
And DEC is characterized as having a very potent and very rapid activity, particularly against the microfilaria. So within, I would say, minutes or hours, you see a dramatic decrease in microfilaria levels. DEC also has substantial activity against the adult worms, although it's an indirect activity, but still you need about 3 weeks of treatment to achieve a cure rate of something between 60 and 70%. So it's far from being an ideal drug with a short regimen and a high cure rate. Still, DEC is considered the gold standard treatment for lowiasis in non-endemic regions. And this is what we use, for example, here in Germany, whenever this is possible. DEC treatment is also associated with safety concerns. So the Masotti reaction, which is an acute hyperinflammation following the treatment initiation of lowiasis or other helminth infections with DEC, can occur. And this is characterized by fever, headaches, pruritus, general pruritus, lymphadenopathy, and it can even lead to hypotension and shock. So this was actually first described in the treatment of onchocerciasis and lowiasis. A very important other adverse reaction is the occurrence of encephalitis. And this can also occur after the treatment with DEC and has been described and has been the reason why DEC, which was actually marketed in the endemic regions and widely available, today is more or less withdrawn from the normal pharmacies, and you can also only access it via national control programs or specialized programs in most of the endemic regions. So after DEC, the next drug that became available with an activity against lowiasis is ivermectin. Ivermectin, of course, is used for many indications, including onchocerciasis, soil-transmitted helminths, but it also has a very rapid and potent activity against the microfilaria of Loa loa. It is considered to have little or no activity against the adult worm. And this is important to know because then we know that ivermectin actually on its own is not a curative treatment for lowiasis. And its place in the treatment of lowiasis is very limited to a few circumstances. Very importantly, ivermectin use is also associated with important safety findings, and this has become apparent in the big mass drug administration campaigns to control onchocerciasis. And I'm sure you are all aware of the findings of encephalopathy and encephalitis associated with other clinical signs like hemorrhages, CRP elevation, fever, which led to a number of deaths. And it was actually based on the studies by Joseph and Michel and others that could clarify that the risk to develop these serious adverse drug reactions is very closely linked to the level of the microfilaremia that the patient has. So therefore, in individual treatment, we would say that about 8,000 microfilaria is the threshold above which the risk for these adverse drug reactions is too high to use ivermectin. So the next drug, and this is already the last one, which is available today, is albendazole. And albendazole, again, is used for many indications, including soil-transmitted helminths, in short course regimens, single-dose regimens or 3-day regimens. For lowiasis, it needs to be used for a much longer time. So you need to treat for at least 3 or up to 5 weeks so that you achieve some activity against the Loa loa infection. And you see a very gradual
and slow decline in the microfilariemia level. And with the prolonged treatment regimens, it is assumed that it has also an activity against the adult worm and can therefore be part of curative treatment regimens. Because it acts so slowly, it was always advocated as a safe treatment option in case if a patient has higher microfilariemia levels. However, we think today that this is not as easy as we thought. So very recently, we have published a paper about a systematic assessment of adverse drug reactions with albendazole treatment of loiasis. And here it becomes apparent that encephalitis can similarly occur after albendazole treatment. It does not occur very rapidly as with DEC or ivermectin, but it occurs about 2 to 3 weeks after treatment initiation. So again, albendazole is not without risk. So the question is, what can we actually use to treat patients? And for this, essentially, the most important thing is that you classify the patients in terms of their microfilariemia status. So you classify them into occult loiasis, microfilariemic loiasis with low levels of microfilariemia, or hypermicrofilariemia. And then depending on the drug, the threshold is 2,000 or 8,000, or some would argue you could go higher to 20,000. So when you have classified the patients into these groups, you can then start thinking about which drugs to use. And we have summarized essentially what has been proposed in many other papers previously. So this is not something that we came up with in our review that we published a year ago, where you can look at occult loiasis, first-line treatment, D-ethylcarbamazine. If it's not available, you can use probably prolonged albendazole or what Federico was referring to, albendazole ivermectin. For low-level microfilariemia, it's more or less the same. If you are higher than 2,000, you should not use DEC because of the risk of adverse drug reactions. So you need to lower the microfilariemia level first, either with albendazole or ivermectin. And when you go even higher, you become more and more anxious about the risk of adverse drug reactions. And what has been done in high-resource settings is then that you do site apheresis to reduce mechanically the microfilaria load to a safe level, and then you only start curative treatment with drugs. So knowing this, the question is also, which patient should I actually treat? And I would say in non-endemic regions, the decision is quite straightforward. It's not so difficult. Any patient that I have seen in Europe who had an eyeworm migration wanted to be treated. And most of the times, many doctors were around the patient, were all frightened, and everybody wanted to treat the patient. As Federico said, treatment availability may be an issue. There is no risk of reinfection. So most of the times, the treatment decision is quite straightforward in non-endemic regions. In endemic regions, it's much more complicated. So you need to weigh the benefit and the risk of the treatment on a case-by-case basis. You have the benefit that you may alleviate the symptoms of the disease. You may get rid of the long-term complications that Michel was talking about. But you still run a certain degree of risk to cause adverse drug reactions, as I have mentioned before. And in addition to this, you may be in a region where it's very likely that you will be reinfected within the next couple of weeks or months. So you need to weigh this for each and every patient, together with the patient, to make an informed treatment decision. In addition to this, drugs are not always available. So particularly DEC is not available in many countries, also because of co-infections. So if onchocerciasis is highly prevalent, DEC treatment can also be dangerous and is therefore contraindicated. And also the follow-up and the
surveillance of the patients may be an issue. So we hospitalize most of the patients here in Germany. When we are in Gabon, most of the treatments that we do is on an outpatient basis, and we try to see the patient as frequently as possible to be sure that the treatment is well tolerated. So I hope that I have convinced you that our drugs currently are not appropriate. We need new drugs, and there are a number of drugs in the pipeline, and I've just mentioned here a few. Moxidectin is a derivative of ivermectin and has probably similar characteristics, mostly addressing the microfilarial stages, so could act as a transmission control tool if it is safe. Oxfendazole is related to albendazole and therefore targets mostly the adult worm and not so much the microfilaria. So this could really be a curative treatment, and we hope that it is not associated with the adverse drug reactions that the other drugs show. And levamisole and other drugs have also been shown to be active against particularly the microfilarial stages in phase 2 studies. So we hope that in the coming years, there will be new drugs on the horizon that can be used for the treatment of individual patients. So coming to the summary, I hope I have convinced you that the treatment of loiasis is not straightforward. It is not easy and requires some reflection. We have inappropriate drugs because the drugs require long regimens. They are not amenable for mass drug administration programs because most of them have to be used over a long time and require surveillance and follow-up of the patients. So the safety side is a very important one in the drug development for psoriasis. What Maria mentioned is we also lack evidence-based guidelines. So we have published a guideline on the treatment of psoriasis here from the German Society, but we are currently engaging with experts worldwide, and many of those are in the panel today, to produce evidence-based guidelines for the treatment of individual patients, both in endemic regions as well as in non-endemic regions, so that we have a guideline for the treating physician to know what to do. And in the end, at the moment, it is a case-by-case decision that has to be taken between the patient and the treating physician, particularly in the endemic regions, to weigh the risks and benefits. And with this, I thank you very much for your attention. Thank you so much, Professor Ranharter. That was extremely stimulating and really sad that there is a need to really do much more for LOA, and research is needed, and we need more investments to try to find more effective treatments, and also maybe to do vector control, to have effective interventions for vector control to try to fight against this disease. And we look forward to work with you in the development of the guidelines for curative treatment for LOA in both endemic and non-endemic countries. And now we are going to give the floor to our last presentation, that is to discuss about the test and not treat strategy. As we were saying at the beginning, LOA is also an impediment for onchocerciasis elimination. And for many years, it has been demonstrated that many countries in the area of Central Africa have the risk of developing severe events when they get exposed to ivermectin during the onchocerciasis campaigns due to the presence of LOA. That we know doesn't apply to all the places, as the paper that William just shared with us in the chat from Frank Richards and his team. By the way, Frank, congratulations on being the recipient of the Merck award. Really, congratulations, very well deserved. But that paper demonstrates that the situation doesn't apply everywhere. In Nigeria, they have demonstrated how places with very high endemic loiasis, they don't have high burden or have microfilariaemia counts. But in many other places, in Cameroon, in Gabon, that situation is real. And Professor Joseph Kamjo, today from the University of Yaoundé, is going to talk to us about
that and that situation in Cameroon and the insights from the test and not treat approach. Joseph, you have the floor. Thank you for being here with us. Merci Maria, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend très bien. Ok, donc merci Maria, merci à Gon pour cette invitation. Donc je veux vous parler des implications de la LOAS pour la lutte et l'élimination de l'onchocercose dans la perspective de l'approche test and not treat. Donc je ne vais pas m'attarder sur le plan de présentation. Juste pour rappeler l'onchocercose, je suppose que nous avons beaucoup d'experts de l'onchocercose autour de la table, mais nous parlons aujourd'hui de la LOAS. La LOAS et l'oncho, ce sont des frères. Il est rare de parler de l'un sans avoir l'autre dans les environs. Donc l'onchocercose, c'est cette maladie parasitaire qui cause de graves lésions cutanées, de graves lésions ophtalmologiques et le stade ultime étant la cécité. Cette maladie est transmise par les sémilles. Vous voyez sur les images la forme adulte du mâle, forme adulte de la femelle et les microfilaires. Alors, la lutte contre l'onchocercose, on a utilisé depuis longtemps l'ivermectine. Vous voyez sur ce schéma, lorsqu'on traite d'année en année, il y a une baisse des charges parasitaires, une baisse des prévalences, et la modélisation nous indique que après un certain nombre d'années, on peut arriver à éliminer l'onchocercose, même si cela n'est pas toujours facile dans certains foyers où la transmission est très forte. Mais il y a eu un gros succès de la lutte contre l'onchocercose. On parle même dans certains foyers de l'élimination de l'onchocercose. Donc, face à ce succès, l'OMS a changé parce qu'au départ, nous avions la lutte contre l'onchocercose pour éliminer l'onchocercose en tant que problème de santé publique. Et avec le succès, voire l'élimination de l'onchocercose dans certains foyers, l'OMS a donc mis la perspective de l'élimination complète de l'onchocercose et de l'interruption de la transmission. Et ce changement de paradigme fait que l'onchocercose doit être traité partout, même dans les zones hypoendémiques, parce qu'avant, on ne traitait que dans les zones méso- et hyperendémiques. Donc, avec ce changement de paradigme pour l'élimination de l'onchocercose, on ne saurait épargner certains endroits. Et particulièrement en Afrique centrale, il y a des zones hypoendémiques qui sont endémiques à la LOAS, et donc, compte tenu du bénéfice-risque, il était difficile d'envisager la lutte contre l'onchocercose dans ces zones hypoendémiques sans avoir les moyens de prévention des effets secondaires. Nous avons ici la carte de la LOAS et la carte de l'onchocercose. On voit des zones de chevauchement des deux parasitoses qui rendent donc difficile le traitement de l'onchocercose dans les zones où la LOAS est fortement endémique. Et vous voyez cette courbe, cette étude a été réalisée au Cameroun avec Michel Boussinesq et Jacques Gardon, et lors de ces études, nous avons montré que à partir de 30 000 microfilaires par millilitre, lorsqu'on est traité par l'ivermectine, il y a des risques de développer des effets secondaires graves, type d'encéphalopathie. Et dans ce cas, nous avons pu observer des cas de décès après le traitement à l'ivermectine. Ce qui fait que le traitement de l'onchocercose est difficile en Afrique centrale, et on pouvait difficilement envisager l'élimination complète de l'onchocercose avec ces effets secondaires qui sont décrits après les traitements par l'ivermectine. Donc, après l'essai de plusieurs stratégies, parce que la première stratégie à laquelle nous avons pensé avec Michel Boussinesq, c'était de trouver un bon traitement pour l'onchocercose, pour la LOAS, qui pouvait permettre, comme les fortes charges de LOAS entraînaient des effets indésirables graves, on pouvait utiliser d'autres molécules pour pouvoir traiter la LOAS, abaisser les charges parasitaires en dessous du seuil à risque
pour ensuite traiter les patients contre l'onchocercose sans effets secondaires graves. Et je dois dire que c'est lors de ces essais que nous avons conduits dans plusieurs communautés avec Michel Bouginès que nous nous sommes rendus compte des conséquences de la LOAS. Parce que lorsqu'on traitait pour la LOAS pour essayer de trouver un médicament, nous voyons des patients souffrir véritablement de l'onchocercose et c'est le début de la conscience du fait que la LOAS n'est pas une maladie bénigne, que cette maladie pourrait entraîner des conséquences graves. Donc, la stratégie au finish qui a été retenue et qui a permis de faire la phase opérationnelle, c'était de tester les gens pour la LOAS pour arriver à identifier les sujets fortement infectés et qui pouvaient donc être soustraits du traitement par l'ivermectine et permettre de traiter le reste de la population sans risque d'effets secondaires graves. Et donc, avec l'équipe de Berkeley, avec l'équipe du NIH, de l'IRD, nous avons donc mis au point ce LOAScope qui permet aujourd'hui de tester les gens pour la LOAS. En 3 minutes, on a les charges parasitaires et on peut traiter la population sans risque d'effets secondaires. Nous avons la première génération, la deuxième et la dernière génération qui est en cours de production. Donc, dans cette stratégie, on prélève une goutte de sang au bout du doigt qu'on introduit dans le LOAScope et après 3 minutes, on a ces résultats. Lorsque c'est vert, on est à moins de 8000. Lorsque c'est jaune, on est entre 8000 et 20 000. On peut traiter dans ces 2 premières catégories. Et lorsqu'on est à plus de 20 000 microfilets par millilitre, on ne traite pas, parce que lorsqu'on traite ces patients, ils sont à risque d'effets indésirables graves. Les premières campagnes de traitement utilisant le test en Outreach ont été faites à Okola en 2015 et en 2017, avec des taux de couverture assez importants, ce qui montre que cette stratégie peut être déployée sur le terrain. Mais comme cette première étude a été faite par l'équipe de recherche, les coûts d'implémentation étaient relativement élevés. Nous avons donc imaginé une stratégie de traitement communautaire sur le schéma du TIDC, traitement à l'ivermectine sous directive communautaire, dont ce schéma, c'est l'image de l'implémentation avec l'infirmier qui est formé à la stratégie, qui va ensuite former les préleveurs et les loascopistes et en même temps former les distributeurs communautaires avec un distributeur communautaire dans chaque communauté et un préleveur et un loascopiste pour 3 communautés qui peuvent se déplacer pour donc aller retrouver le distributeur communautaire dans sa communauté pour que les 3 puissent implémenter la stratégie. Cette stratégie communautaire a été également testée dans le district de santé de Soa avec un taux de couverture de 41%. Il faut noter que dans ce district de santé de Soa, nous avions des aires de santé en zone rurale et des zones de santé également en zone urbaine. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'en zone rurale, les taux de couverture thérapeutique étaient bien plus élevés qu'en zone urbaine, ce qui se comprend. Toutes les stratégies communautaires sont relativement difficiles dans les zones urbaines. Donc, les résultats ont été publiés qui montrent qu'effectivement, cette stratégie permet de traiter les populations dans les zones de l'Oise, même les zones hypoendémiques comme l'onchocercose, et sans risque d'effets secondaires graves. Donc, comme je l'ai dit, les premiers taux de couverture thérapeutique, la première année à Okola, c'était de 58%, et la deuxième année, nous sommes montés à 68%, parce que dans cette zone, comme il y avait eu une première campagne de traitement dans les années 2000 et qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires graves, les populations avaient peur de ces effets secondaires graves. Et lorsque nous sommes revenus la deuxième année et qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas eu d'effets secondaires, on a donc pu traiter beaucoup plus de personnes parce qu'ils avaient l'assurance qu'il n'y aurait pas d'effets secondaires graves. Donc, c'est une stratégie qui est faisable. C'est une stratégie qui est bien acceptée par les populations, ce qu'ils ont bien vu qu'il n'y avait pas d'effets secondaires graves.
Dans cette stratégie, lorsque on teste les gens et qu'on les traite pour la première année, la deuxième année, on n'a plus besoin de retester ceux qui ont été testés et traités la première année. Donc, on ne va tester que les nouveaux venus. Et donc, nous pensons que si on arrive à faire des taux de couverture de 60% la première année, si la deuxième année, on recrute encore et que on peut encore atteindre un taux de couverture de 60% ou un peu plus, et la même chose la troisième année, c'est-à-dire qu'on fait le test and treat la première, la deuxième et la troisième année avec des taux de couverture minimale de 60%. On peut imaginer que la quatrième année, on pourrait passer au TIDC directement parce qu'on a recruté un maximum de personnes pour avoir une large couverture dans la population. Et dans ce cas, ceux qui n'ont jamais été testés et qui n'ont jamais été traités pourraient aller à l'aire de santé, c'est-à-dire chez l'infirmier de l'aire de santé, pour se faire tester avant de prendre le traitement. Donc, cette stratégie permet d'avoir davantage de données sur la l'Oise. Pour l'implémenter, il faut bien sûr, travailler avec la communauté pour bien les informer et les convaincre à participer avec l'assurance qu'il n'y aura pas d'effets secondaires graves. Naturellement, il faut pouvoir suivre sur le terrain et s'assurer que même les effets secondaires qui ne sont pas graves sont bien pris en charge pour que la population puisse ainsi participer au round futur. Le problème avec ces stratégies maintenant, c'est la disponibilité des loiscopes, mais nous avons eu une réunion lors de la dernière réunion de American Society of Tropical Medicine. Il y a quand même des perspectives de production de loiscopes, donc nous pensons que les mois à venir, cet outil pourrait être disponible pour conduire le test and treat là où on a besoin. L'autre problème, c'est la maintenance des loiscopes, mais nous pensons qu'une équipe en Afrique centrale pourrait être mise en place pour pouvoir assurer la maintenance de ces loiscopes pour la bonne conduite du test and treat. Voilà, donc si les équipes sont formées, s'il y a une unité de maintenance, s'il y a une production suffisante de capillaires, cette stratégie pourrait être mise en route et nous avons même pensé qu'on pourrait également mettre en place en Afrique centrale une unité de production de capillaires parce que la technique existe. Il y a des unités de production en Afrique centrale qui ont des stratégies de production et ça pourrait également être aussi. Donc, nous disons que la LOASE complique la lutte contre l'onchocercose. Le test and treat aujourd'hui permet de traiter l'onchocercose partout en Afrique centrale et cette stratégie marche et on peut envisager l'élimination de l'onchocercose en Afrique, y compris l'Afrique centrale d'ici 2030 ou un peu plus. Je voudrais donc terminer, n'est-ce pas, en remerciant l'ensemble de l'équipe de l'ISM qui aujourd'hui fête les 20 ans, puisque l'ISM a été mise en place en 2005. Donc 2025, ça fait 20 ans que nous travaillons pour ces stratégies avec nos partenaires l'IRD, avec qui nous avons développé le test and treat, avec Berkeley University, le NIH et naturellement Mektizan Donation Programme, grâce à qui nous pouvons avoir aujourd'hui l'ivermectine pour lutter contre l'onchocercose. Je vous remercie. Thank you so much, Professor Camyo. And we have come to the end of our 90-minute webinar. I think it has been extremely insightful, and unfortunately, we don't have time for questions and answers, but I think there has been a very live chat. And also, we look forward to hear from you if you want by email, and we will make sure that your questions
get answered by the relevant experts. I really want to thank all the speakers for the really great presentations and for all the efforts to try to raise the Loa Loa to the place it deserves. And also to all of you for the work you do in your countries to try to provide the data, the information, the science, so that we at WHO can actually gather all this information and present it as evidence that will be helpful to try to assess the importance of Loa Loa and whether Loa Loa is or not declared a neglected tropical disease. As I said, that is not the role of WHO, it's the member states who have to present that to our stack. And I can promise to you that in 2026, we are going to be working very hard to publish guidelines for treatment of Loa Loa. And I really thank the university in Hamburg and Professor Ramharter for the collaboration to make it happen. And we will also be working on the publication of a manual for the test and not treat approach, with working with Professor Camjo and Professor Bucinesk and all the teams. So wait for all these documents to really be published. And we are actually debating whether it will be one publication or two different publications, but definitely they will be useful tools to make sure that we have something to work in the field and to provide some support to the patients that are suffering from these conditions. And I am really impressed that we still have more than almost 150 people connected. So thank you so much for your patience. And we look forward to talk more about Loa Loa in the next coming year and to many more GONG webinars to discuss onchocerciasis as always. So thank you for your presence and until next time. Well.